vous entend. Je sais. Merci. Oui, on vous entend. Merci beaucoup. Comme nous commençons notre session à l'heure, tout d'abord, je me suis présente à vous. Je suis Prerna, je suis la coordinatrice, je m'appelle Prerna, je suis la coordinatrice du cours chez Empower School of Health. Et comme vous savez, vous déjà savez que la session qui est sur le module 1 sera discutée par le docteur Frank Biaï. Monsieur Frank Biaï, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour à tous. Merci. J'espère que vous me voyez. Oui. Merci beaucoup. Merci. Nous allons donc passer en revue le premier module d'introduction à la gestion donc de la chaîne d'approvisionnement de secours. Pour ceux qui... Nous savons qu'il y a plusieurs catégories d'apprenants. Ceux qui ont déjà passé ce module, qui sont déjà très avancés, la plupart ils sont libres de pouvoir le faire, et d'autres non. Il y a ceux qui commencent, la formation, qui sont déjà à ce module. Il y a ceux qui sont déjà à la fin. Donc, il y a plusieurs catégories. Alors, nous allons vous faire passer ce module très rapidement en guise d'introduction. Je demande à Sayali de pouvoir nous envoyer la présentation. Oui. Est-ce que c'est visible? OK, c'est lisible, c'est visible. Oui, Je pense que visible. tout le monde voit. Oui, mais il reste à mettre un diaporama. Merci beaucoup. Alors, nous demandons à tout le monde de s'assurer que les micros ainsi que les caméras sont fermées pour éviter les interférences. Et nous, comme nous l'avons dit, nous allons passer en revue rapidement ce module qui est un module introductif. Pour ceux qui l'ont déjà passé, c'est une très très bonne chose de le revoir, d'en discuter avec les autres parce qu'il y a des questions que nous avons partagées avant, même si elles vous ont été partagées le même jour aujourd'hui, mais c'est aussi pour voir votre capacité à rechercher rapidement une information et la mettre à votre disposition. Donc, nous pouvons passer, s'il vous plaît. On peut passer à la suivante. Oui, oui, monsieur. OK. Alors, comme conduite à tenir afin d'arriver afin que notre webinaire puisse se dérouler dans de bonnes conditions, comme nous venons de le dire, nous vous demandons de couper votre micro et éteindre la vidéo. Si vous avez des questions en cours, vous pouvez poser ces questions en chat
en chat, ou alors, au moment de discussion, vous levez la main à l'endroit indiqué pour lever la main et nous saurons vous voir. Alors, les questions, vous pouvez les poser dans le chat à tout moment, au fur et à mesure que le cours se déroule. Lorsque vous levez la main, on va vous donner la parole. À ce moment-là, vous allez réactiver le son de votre micro et allumer aussi la vidéo pour que nous puissions vous voir. C'est important de connaître le nom de la personne, mais le voir également, ça nous permet de nous connaître visuellement. On pourra se rencontrer quelque part. C'est quand il y a le nom et le visage, c'est plus facile pour la mémoire de retenir. Nous signalons que les diapositives seront partagées avec tous les participants et qu'il dans les réseaux d'Empower que vous connaissez. Le suivant. Le plan de présentation comporte ces points-là, donc une petite introduction suivie de la présentation des objectifs et de la manière dont le webinaire va se dérouler. Nous ferons une petite présentation du déroulement global de la formation, c'est pour particulièrement ceux qui viennent de commencer. Nous verrons les points clés du module 1, c'est-à-dire l'introduction à la gestion des achats et des stocks. Nous aurons dans la partie concernant les recueils, concernant les discussions, non seulement échanger sur quelques questions entre les différents pays, mais également vos attentes. Si vous avez des difficultés, nous essayons à chaque fois de pouvoir les identifier et aussi faire des suggestions entre nous et nous terminerons justement par une conclusion. Le suivant, s'il vous plaît. Voilà comment nous organisons le temps. Les 5 minutes, nous les avons déjà démarrées. Nous ferons une petite présentation sur le déroulement global de la formation en passant en revue les différents modules pour tout le cours. Nous ferons ensuite une introduction à la gestion des achats et des stocks et nous allons terminer par des questions et des réponses. Et vous verrez, il y a quelques questions que nous avons posées et nous espérons que vous avez des réponses selon les pays. Le suivant. OK, qui je suis? Je suis Franck Biaï. Je réside à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je suis pharmacien et actuellement conseiller senior à Empower School of Health. J'ai une expérience de plus de 25 ans dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. J'ai travaillé comme responsable gaz au PR public de la République démocratique du Congo il y a environ 7 ans maintenant. J'ai été plusieurs fois conseiller des ministres de santé dans mon pays, ancien directeur de la pharmacie et des médicaments. Actuellement, je suis directeur du programme national d'approvisionnement en médicaments en République démocratique du Congo. Mais je peux souligner que j'ai été plusieurs fois consultant national et consultant international dans quelques pays, dont Congo-Brazzaville, ici à côté. Le Burundi, la République centrafricaine. Et récemment, j'ai été en République de Guinée, à Conakry, et où j'ai eu le loisir vraiment de rencontrer des collègues qui sont là-bas et très bons. Voilà, j'ai mis en place particulièrement en RDC un système qu'on appelle donc le e-sigle à travers la plateforme Infomed RDC qui est fonctionnelle pour tout le pays, mais également mettre en place un processus de quantification avec approche ascendante. Voilà en résumé ce que je suis, votre serviteur. Merci.
pouvons passer au suivant. Alors, la structuration du cours, certains le connaissent déjà. Ils savent que nous avons, pour démarrer le cours, nous avons d'abord le cours de PNUD, qui est une plateforme également de formation qui donne les bases de la chaîne d'approvisionnement. Et ce cours du PNUD, après cette certification, la gestion des achats et la chaîne d'approvisionnement, c'est le module que nous sommes en train de parcourir maintenant. Nous avons également, lorsque vous terminez ce module, vous passez au module 2, tout en sachant qu'à la fin de chaque module, il y a une évaluation qui est faite et que nous avons ensuite le module 2, qui est le module de produits de santé publique, également que vous devez passer dans les mêmes conditions. Nous avons le module 3, qui est le module de quantification et planification des approvisionnements, suivi du module 4, achat de santé publique, de produits de santé, achat public de santé, excusez-moi, suivi du module 5, gestion de stock, suivi du module 6, qui est la stockage et distribution. Nous avons ensuite le module 7, usage rationnel du médicament et système de soutien de la gestion de la chaîne d'approvisionnement de produits de santé. Le module 9, le leadership en santé. En fait, après le module 9, il y a une étude de cas, c'est une sorte de mémoire que vous devez rédiger en rapport avec une problématique. Et c'est après être passé sur l'ensemble de ces modules que vous allez obtenir votre diplôme d'études supérieures en gestion de la chaîne d'approvisionnement et des achats publics. Merci, on peut passer. Le suivant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, quels sont les points clés que nous allons parcourir dans ce module? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce module est consacré aux personnes, aux apprenants qui sont au module 1 ou qui viennent de le parcourir, mais également ceux qui l'ont déjà passé. En échangeant, en continuant à échanger sur le module, on rafraîchit la mémoire, on se rappelle justement des éléments qui ont été discutés, mais on peut également, bien sûr, échanger, poser des questions sur des problématiques qui n'ont pas apparu clairement. Donc, dans ce module, l'aperçu du cours comporte en fait l'importance des médicaments, le rôle du personnel de gestion de la chaîne d'approvisionnement, les objectifs de santé publique et concepts de médicaments essentiels, la gestion de médicaments, qu'est-ce qui fonctionne, les principaux défis de gestion de produits pharmaceutiques, les progrès et les risques dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Le suivant. Le suivant, s'il vous plaît. Alors, nous avons bien introduit sur la gestion des achats et des stocks l'importance des médicaments. Je pense que la plupart du temps, nous sommes tous, pour la plupart des professionnels d'abord de la santé et parmi nous, de professionnels de la chaîne d'approvisionnement, si nous voulons parler de l'importance des médicaments, je pense que nous savons tous que les médicaments nous permettent de prévenir, d'atténuer, de guérir les maladies et réduire les morbidités et les mortalités.
connaissez les maladies tueuses, c'est le VIH, la tuberculose et le paludisme. Mais depuis quelques années, avec la disponibilité de médicaments de qualité disponibles là où il le faut, eh bien, la mortalité et la morbidité ont reculé dans le temps. Je sais qu'il y a quelques personnes qui, d'un certain âge, qui doivent savoir quand le VIH est apparu, elle a été à la base de beaucoup de décès parce qu'il n'y avait pas de médicaments pour pouvoir contrer les actions nocives de ces pathologies. Donc, il est certain, nous connaissons, nous savons tous, que les médicaments sauvent des vies et améliorent la qualité de ces personnes. Les personnes qui souffrent de VIH sont bien traitées dans un profil de chronicité, si on peut l'appeler ainsi, mais en même temps, ça améliore la qualité de vie. Les personnes continuent à vivre et vivent normalement. L'accès aux médicaments est une exigence fondamentale pour un système de santé efficace, pour le bien-être. S'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas, bien sûr, malheureusement, cet accès n'est pas universel et reste absolument limité et chacun n'est pas en mesure de pouvoir prendre en charge justement les médicaments. Ouais. Donc, il est très important de savoir que tout le monde n'a pas malheureusement accès. Et nous allons voir les éléments tout à l'heure. Il est possible aussi d'améliorer la situation et le personnel qui est capable de faire ce travail. Il y a cependant des défis à relever pour améliorer l'ensemble de la gestion des médicaments et des produits de santé. Je sais que dans nos pays, les ruptures de stock font partie de notre vie de tous les jours. En même temps, les péremptions font partie de notre vie de tous les jours également. Cela veut dire que le problème reste pendant et reste difficile à pouvoir résoudre. On peut passer. Alors, puisque nous avons dit que les médicaments sont importants, nous pouvons préciser à travers ces 5 raisons que ces médicaments sont très importants. D'abord, nous sommes tous d'accord que les médicaments sauvent les vies et améliorent la santé. Nous sommes d'accord là-dessus. Nous savons également que les médicaments aident à promouvoir la confiance et l'utilisation des services de santé. Il suffit de voir dans nos pays, lorsque le gouvernement ou un partenaire a appuyé une structure ou des formations sanitaires en médicaments, on voit qu'il y a un lien direct entre la disponibilité de médicaments et son accessibilité avec immédiatement l'état de l'utilisation des services de santé. Les patients viennent là où les médicaments se trouvent. Vous signalez également que les médicaments coûtent cher. Et ils coûtent très cher. Ils coûtent très cher parce que les fabrications coûtent cher. Ils se distinguent donc d'autres produits de consommation parce qu'ils sont particuliers. Cela veut dire que d'importantes améliorations dans l'approvisionnement et l'utilisation des médicaments sont possibles si on s'en donne les moyens. Il s'agit des moyens des ressources humaines, des moyens financiers, donc tous les moyens qui sont disponibles doivent aider à pouvoir justement arriver à utiliser les médicaments de manière efficace et efficiente. Le suivant, s'il vous plaît. Alors, l'accès aux médicaments n'est pas toujours malheureusement universel, c'est ce que nous disions tout à l'heure, et des centaines de millions de personnes n'ont pas accès régulier à ces médicaments.
Même ceux qui ont accès reçoivent souvent un traitement inadapté ou reçoivent une quantité insuffisante de médicaments. Ou quand ils les reçoivent, ils ne savent pas les utiliser correctement, ce qui réduit la valeur. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est déjà le fait, si on veut illustrer, on peut illustrer par exemple le financement qu'un des plus grands bailleurs dans le domaine fait, c'est le Fonds mondial, qui appuie, finance nos pays dans la disponibilité de médicaments, notamment contre le VIH. Il faut imaginer, par exemple, que dans la plupart de nos pays à ressources limitées, si le Fonds mondial n'avait pas existé ou n'existait pas, ou ne finançait pas, eh bien, nous savons très bien que beaucoup de personnes seraient décédées à ce moment. Donc, les médicaments sont très importants et ils coûtent très cher. L'accès est malheureusement limité et beaucoup de personnes, aujourd'hui particulièrement les femmes et les enfants, sont en train de mourir ou d'avoir des maladies qui perdurent tout simplement à cause de médicaments qui ne sont pas disponibles ou quand ils le sont, ils sont mal utilisés. Le suivant. Alors, les médicaments, nous avons dit, coûtent cher. Ces médicaments ne sont pas disponibles pour tout le monde, mais ces médicaments peuvent également, à la suite d'un certain nombre de préalables non remplis, nous pouvons nous retrouver dans une situation où les médicaments perdent 70% de leur, nous pouvons dire, bénéfice thérapeutique. C'est très important. Il faut donc s'assurer que tous ces préalables sont respectés. Par exemple, lorsque la sélection n'est pas bonne, eh bien, on se retrouve devant une situation où des médicaments non indispensables sont achetés. On peut se retrouver dans des conditions où la quantification est mal faite. À ce moment-là, on achète des quantités plus importantes, moins importantes qui sont achetées, mais malheureusement, avec un niveau de besoin très élevé, ce qui occasionne des ruptures de stock, les prix qui sont très élevés, avec la pandémie de la COVID-19, la pandémie que nous avons subie tous dernièrement, nous avons constaté par exemple que les prix dans la chaîne de logistique a beaucoup augmenté. Nous signalons aussi qu'à cause de la mauvaise, de la qualité médiocre, ou plutôt de réglementation insuffisante dans nos pays, les autorités de réglementation qui sont faibles, qui ne peuvent pas mettre en place un système d'assurance qualité à même de prévenir la circulation, l'entrée, la production et la circulation de médicaments sous standard ou de médicaments de mauvaise qualité ou de qualité médiocre, eh bien, on se retrouve sur le marché avec des médicaments falsifiés, contrefaits, qui entrent en concurrence avec des médicaments de bonne qualité. Mais comme ceux-là sont de bonne qualité et ils coûtent cher, ils ont de prix élevés, eh bien, la population a tendance à aller chercher ce qui coûte moins cher, mais malheureusement en achetant de faux produits. Il y a également les vols, parce que les médicaments génèrent de ressources financières. Lorsqu'il y a aussi des entreposages inadéquats et des péremptions de médicaments, cela fait perdre le bénéfice thérapeutique de ces produits. Il faut ajouter à cela la prescription irrationnelle et la mauvaise utilisation par les patients. Les médecins prescrivent mal parce qu'eux-mêmes n'ont pas été bien formés, ou alors, tout simplement, ils ne disposent pas des outils nécessaires à la bonne prescription de médicaments, eh bien, ils prescrivent n'importe quoi. Les patients qui reçoivent le médicament ne reçoivent pas des conseils
pour inadhérence et inobservance au traitement, cela amène justement à la perte de ce qu'on appelle le bénéfice thérapeutique. Nous ajoutons également la corruption qui, dans le processus notamment de passation de marché ou de sélection, peut induire justement à un choix de médicaments qui ne sont pas utiles et qui sont utilisés, qui peuvent être utilisés, achetés pour ne pas être utilisés finalement. Cela amène à une sorte de perte, concernant les fonds mis à disposition. Oui, suivant, s'il vous plaît. Nous sommes toujours dans l'importance des médicaments pour vous montrer combien les médicaments coûtent cher. Nous disons tout simplement que les dépenses publiques présentent des écarts très importants dans les pays développés et ce, à faible revenu. Certaines études ont montré, par exemple, que les populations à faible revenu, les États dépensent en moyenne 4,4 $ par an et par habitant pour les médicaments. Des pays à faible revenu comme les pays africains, hein, surtout du sud du Sahara. Nous regardons également les autres pays. Par exemple, en Asie, le Cambodge dépense 11 $ pour les médicaments par habitant par an. Le Japon a dépensé 528 $ par habitant par an pour l'achat de médicaments. Et les États-Unis, 1200 $ par habitant par an. Ce sont des dépenses publiques. Donc, chaque année, quand l'État paye des médicaments, il paye des médicaments de combien? Et quand on les répartit par population, on obtient ce chiffre-là. Le suivant. Alors, comme vous le voyez, les médicaments coûtent cher. Il est très important de savoir que même les États-Unis, même ces pays-là, quand ils dépensent autant d'argent pour l'achat de médicaments, cela ne veut pas dire qu'ils arrivent à satisfaire les besoins de la population. Ils n'arrivent toujours pas à satisfaire les besoins. Mais nous qui sommes à moins de 5 $, il y a des pays qui sont même à 1 $, à moins d'1 $, devront en fait mettre en place des stratégies pouvant permettre que la majorité de la population ait les médicaments essentiels. Ainsi, pour ce cas, la PPN, la politique pharmaceutique nationale, doit être un guide qui permet aux principaux intervenants d'avoir des orientations stratégiques afin de les amener à pouvoir faire accéder à la majorité de leur population ces médicaments. Pour cela, une sélection rigoureuse est essentielle et indispensable. Et une utilisation adéquate, rationnelle, est impérative. Une gestion efficace des médicaments fait économiser de ressources en améliorant la performance, c'est-à-dire en atteignant le plus grand nombre de populations possible. L'utilisation rationnelle ne nécessite pas seulement l'information, elle nécessite des pratiques, elle nécessite des outils, elle nécessite un ensemble d'un dispositif de suivi et évaluation pour s'assurer que chaque acteur, au niveau où il se trouve, joue son rôle. Le suivant. Oui. Alors, nous pouvons passer ces questions-là. Je les ai reprises à la fin. Nous allons y revenir. On peut passer, ça y est. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà. Nous allons voir maintenant le rôle du personnel de la chaîne d'approvisionnement.
comment ce personnel peut contribuer à améliorer la gestion pharmaceutique en disposant d'un personnel avec qualification et pour tous les segments de la chaîne d'approvisionnement. La question que nous nous posons ici, c'est est-ce que dans nos pays, nous avons bien défini dans les normes, dans nos cadres organiques, est-ce que nous avons la définition des agents, des experts de la chaîne d'approvisionnement? Est-ce que nous les avons? C'est très important à savoir. Avons-nous des experts en sélection de médicaments? Avons-nous des experts en prévision et quantification? Avons-nous des spécialistes en achat? Avons-nous des spécialistes en gestion de stock? Avons-nous des spécialistes en distribution? Avons-nous des spécialistes en utilisation rationnelle? Ça, ce sont quelques segments du domaine de la chaîne d'approvisionnement que nous calculons. Mais si nous avons déjà cela, nous sommes déjà avancés. Est-ce qu'ils sont structurés? Est-ce qu'ils sont reconnus? Est-ce qu'ils sont payés? Voilà les questions qui se posent. À ma connaissance, dans la plupart des pays où j'ai eu la possibilité de passer, eh bien, il est difficile de trouver une définition claire du personnel ayant la charge de la chaîne d'approvisionnement sur tout le système sanitaire. Le suivant. Alors, comme vous le voyez dans cette diapositive, la chaîne d'approvisionnement est complexe. Elle est complexe parce qu'on se retrouve avec plusieurs acteurs qui interviennent directement ou indirectement dans la chaîne d'approvisionnement que vous avez mis en place dans votre pays. Ces acteurs sont nombreux. Malheureusement, ils ne sont pas tous dans la même structure ou le même système. Ils sont dans plusieurs structures et plusieurs systèmes. C'est le cas du ministère de la Santé, bien sûr, qui a la responsabilité de pouvoir s'assurer que la chaîne d'approvisionnement est performante. Nous avons les autorités réglementaires qui sont dans certains pays sous forme de direction de pharmacie et de médicaments, sous d'autres, c'est des agences. Nous avons les organisations internationales, des organisations multilatérales qui existent, où vous trouverez qu'il y a des actions qui sont menées directement ou indirectement ou en appui au pays, mais qui achètent aussi des produits. Bien sûr, nous avons des fabricants sans lesquels la chaîne d'approvisionnement n'existerait pas. Nous avons des circuits commerciaux, nous avons des bailleurs de fonds, nous avons des prestataires logistiques, nous avons les personnels de santé, nous avons des associations, nous avons la société civile, donc association de malades, association de ceci, de cela, qui font partie de la société civile, bien entendu, mais qui sont un système à part. Nous avons des ONG, des organisations industrielles. Le LEM, par exemple, donc l'association des industriels français ou européens. Nous avons la gestion de programmes. Donc, tous ces acteurs interagissent. Maintenant, quand vous avez une équipe avec beaucoup de joueurs, il faut les coordonner et s'assurer que chacun joue sur sa plate-bande et qu'il n'entre pas dans les plates-bandes des autres joueurs. Malheureusement, pour que la chaîne d'approvisionnement fonctionne, il faut arriver à coordonner l'ensemble de ces acteurs. Suivant, s'il vous plaît. Le chapitre 4 nous donne en fait l'objectif de la santé publique, qui est en fait de comprendre la démarche
dans santé publique pour les médicaments et l'accès aux populations avec le concept de médicaments essentiels. En fait, ces programmes visent à ce que les ressources disponibles, qui sont très limitées, c'est important à retenir, soient utilisées de façon optimale afin d'obtenir un niveau maximum d'amélioration de la santé. Vous comprenez que c'est un exercice très difficile. Les budgets disponibles sont très limités, mais on demande à ce qu'avec des ressources très limitées, que nous puissions mettre en place un système permettant d'atteindre le maximum de la population possible. C'est une gymnastique très difficile. C'est ainsi que l'OMS, depuis les années 1977, a produit la première liste de médicaments essentiels qui comprenait 200 produits. 200 produits. À cette époque, l'OMS avait estimé qu'avec 200 produits achetés en quantité suffisante, cheminés, stockés dans des conditions optimales, pourra permettre à la population d'accéder sur le coût avec un coût justement qui est gérable. Donc, 200 produits en 1997. On verra la question plus tard. Quel nombre de médicaments qui sont dans nos listes actuellement. On peut passer au suivant, s'il vous plaît. Donc, nous avons dit qu'il faut partir des contraintes liées à un budget disponible largement insuffisant, mais mettre en place une stratégie qui permette à ce que la grande partie de la population soit satisfaite. C'est très difficile. C'est ainsi que l'OMS a présenté le concept de médicament essentiel qui comprend les principes suivants. La grande majorité de problèmes de santé pour la majorité de la population peuvent être traités ou soignés par un petit nombre de médicaments. En pratique, lorsqu'on regarde bien avec des évaluations et des études qui ont été réalisées, on constate finalement que les professionnels de santé n'utilisent qu'un nombre très limité de médicaments. D'où la formation de ces professionnels et l'expérience clinique de ce personnel est essentielle sur l'usage approprié. Sans oublier un suivi, une supervision adéquate qui permettrait justement à ce que les écarts soient clairement identifiés et que les mesures adéquates soient prises pour justement ne pas aller au-delà de ce qu'ils devaient faire en prescrivant des médicaments qui ne sont pas nécessaires. Pour cela, il faut disposer d'un soubassement politique important qui sous-tende justement de disposer d'une politique pharmaceutique nationale. Chaque pays doit avoir cette politique pharmaceutique nationale qui donne des orientations qui doivent être mises en œuvre à travers les plans stratégiques des chaînes d'approvisionnement. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Alors, là, nous avons ces 4 principes très importants qui donnent les conditions ou les conditionnalités d'accès aux médicaments. On peut dire que les médicaments sont disponibles quand il y a accès aux médicaments quand il y a ces 4 critères. Nous avons la disponibilité et cette disponibilité est évaluée par rapport au patient. Donc, il ne faut pas dire que le médicament est disponible à l'entrepôt central. S'il est disponible au niveau de l'entrepôt central et qu'il ne l'est pas au niveau de l'information sanitaire, eh bien, le médicament n'est pas disponible. Deuxième principe,
c'est l'accessibilité financière. Est-ce que le médicament a un coût? Est-ce qu'il a un prix? Est-ce que ce prix permet aux patients de l'acquérir? Dans la plupart des pays, nous avons vu l'adoption de la couverture santé universelle. Autrement dit, on met en place des mécanismes qui permettent à l'État de payer à la place de la population ou de mettre en place les principes de solidarité où ceux qui ont le plus de moyens payent pour ceux qui n'ont pas les moyens. À ce moment-là, on rend le médicament accessible financièrement. Mais nous avons aussi l'accessibilité physique. Celle-ci est mesurée à travers la distance entre l'emplacement où se trouve le produit ou le service et l'utilisateur. À titre indicatif, on donne quand même un paramètre. On estime que le patient doit être à moins de 15 km de l'endroit où se trouve le médicament. Moins de 15 km. Bon, tout cela est relatif aussi, parce que ça dépend maintenant de l'accessibilité géographique. Les 15 km peuvent être prêts si les voies de communication sont praticables, mais ça peut être aussi difficile si les voies de communication ne sont pas praticables. Nous avons également l'accessibilité, c'est-à-dire la capacité du patient à recevoir, à accepter le produit et à l'utiliser. Il y a donc cette analyse qu'il faut faire pour pouvoir empêcher, éviter qu'un produit qui a été acheté à des coûts très élevés, qui a été prescrit, et quand ça arrive chez le malade ne le prend pas parce que sa tradition l'empêche de prendre, parce que sa religion l'empêche de prendre, parce que la langue utilisée sur les notices, il ne sait pas les lire. Donc à ce moment-là, ça... Voilà, excusez-nous, nous avons eu une coupure, apparemment une coupure, j'espère que tout le monde m'entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, nous vous écoutons, pharmacien. Oui, là, on vous attend, pharmacien. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci. Excusez-nous pour cette coupure. Nous demandons au collègue Yves de fermer la caméra. Fermez la caméra, merci. Alors, maintenant, nous avons vu qu'il y a des conditions pour que justement les médicaments puissent arriver. Et pour pouvoir augmenter l'accès aux médicaments, nous avons vu les 4 paramètres dont il faut tenir compte, mais il y a également les stratégies qu'il faut mettre en place. C'est l'éducation et la sensibilisation des patients, c'est les conseils. Aux patients, il faut les conseiller, leur montrer comment il faut bien utiliser le produit. C'est le management à travers la gestion financière. La gestion financière comporte toutes les ressources financières dont on a besoin pour que les médicaments arrivent jusqu'au dernier kilomètre ou à la destination finale. La réglementation qui permet à ce que de faux médicaments, de médicaments contrefaits ne puissent pas intégrer la chaîne d'approvisionnement. Nous avons aussi l'économie. Comme vous voyez, la chaîne de médicaments n'est pas tout simplement pharmaceutique. Elle est aussi économique, elle est aussi financière. C'est notamment l'accessibilité par rapport à l'assurance. Si les populations sont
sous le régime d'assurance, assurance maladie, ça veut dire qu'on augmente l'accessibilité. Si on utilise la stratégie d'achat groupé, ça veut dire qu'on achète en réduisant les coûts, en travaillant avec des fournisseurs pour réduire les coûts, parce que quand vous êtes seul et que vous achetez par exemple pour 100 € ou 100 $, si vous êtes à 10 personnes avec 100 $ chacun ou 100 €, vous allez dans un magasin pour acheter, on vous recevra tous de la même manière. Mais si moi je me présente avec 1000 $ dans ma poche, on ne me recevra pas ensemble avec vous. Moi, on me mettra dans un bureau, certainement qu'on me donnera un café. Pourtant, les 10 personnes avec 100 $ amènent le même montant. Mais par le fait que moi, j'amène 1000 $, je serai traité différemment. Le suivant, s'il vous plaît. Alors, au chapitre 5, la politique pharmaceutique nationale dont nous avons parlé est très importante et elle constitue en fait la fondation solide pour la gestion pharmaceutique. Pour cela, la sélection de médicaments est un des éléments clés qui sous-tend toutes les améliorations qui peuvent venir. La gestion efficace et une bonne gouvernance peuvent aider à économiser et améliorer la performance. Gestion efficace sur toute la chaîne, en partant de tous les entrepôts qui assurent le stockage, en maîtrisant les commandes, en essayant de suivre justement les éléments de la chaîne d'approvisionnement jusqu'au dernier kilomètre, jusqu'à le patient. Cela peut améliorer en tout cas la performance. Nous avons également l'usage rationnel. Nous en avons parlé tout à l'heure en précisant que si le diagnostic est exact, la prescription est correcte. Et ensuite, la dispensation adéquate permet à ce que le patient puisse avoir le médicament qu'il faut au moment qu'il le faut. Monsieur Emmanuel, vous pouvez fermer la caméra, hein, s'il vous plaît. Nous avons également Emmanuel, vous pouvez fermer la caméra parce que ça fait des interférences. Il y a un collègue qui a ouvert sa caméra, s'il peut fermer pour éviter les interférences. Merci. OK. Alors, nous disons aussi que l'usage rationnel exige une participation active de tous les acteurs, c'est-à-dire les prescripteurs, les dispensateurs, ainsi que les patients. Il suffit que l'un de ces acteurs ne joue pas son rôle pour que l'usage rationnel ait des problèmes avec comme conséquence des ruptures de stock et même des péremptions. Il est très important de faire le suivi et l'évaluation systématique afin de mesurer et de s'assurer que les mesures ainsi que les stratégies mises en place fonctionnent. Pour cela, il faut avoir un système de suivi et d'évaluation qui est parfaitement rodé et qui tourne. Suivant, s'il vous plaît. Alors, pour cela, la maîtrise technique de la gestion de la chaîne d'approvisionnement n'est pas suffisante. C'est ainsi que nous disons, hein, les pharmaciens, bien sûr, trouvent que c'est leur apanage, ce qui est normal. Mais la gestion pharmaceutique seule ne peut pas résoudre tous les problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Nous l'avons dit, certains domaines tels que les finances, tels que l'économie, sont généralement hors contrôle direct des pharmaciens et du personnel de la chaîne d'approvisionnement, quels que soient les niveaux. Il est donc important que chacun reconnaisse ses limites, mais trouve la nécessité d'avoir des interactions avec les autres secteurs ou le personnel d'autres secteurs qui contribuent justement à ce que la chaîne d'approvisionnement soit performante. Donc, la chaîne d'approvisionnement n'est pas tout simplement le champ exclusif du pharmacien parce que, vous le verrez dans les modules suivants, il y a des aspects qui sont liés aux finances,
qui ne sont pas gérés directement par le pharmacien. Entre autres. S'il vous plaît, le suivant. Alors, quels sont les défis majeurs que nous avons dans les chaînes d'approvisionnement actuellement? Accès au financement. L'accès au financement, c'est de l'argent. Nous avons vu dans une diapositive, par exemple, que la plupart de nos pays n'arrivent pas à 5 $ par habitant par an d'achat de médicaments. Ça veut dire que nous sommes toujours en déficit chronique de financement de nos gouvernements. Nous avons également l'efficacité des achats pharmaceutiques publics. Dans la plupart des pays, nous n'avons pas des unités fortes d'achat de médicaments avec des performances démontrées. Il est important également de changer les perceptions et les comportements des prestataires, des patients et du public. Comme nous l'avons dit, si les prescripteurs, par exemple les médecins qui prescrivent, ils sortent d'une université en disant, bon, écoutez, moi, vos directives standards de traitement, là, moi, je ne les respecte pas parce que j'ai été formé par un professeur qui est venu de la France, de la Belgique ou d'Harvard. Donc, il m'a appris ce qui est nouveau aujourd'hui et donc je ne peux pas respecter. Donc, quand vous avez un tel type de personnel qui se comporte de cette manière, sachez que votre chaîne d'approvisionnement aura certainement de problèmes. Il y a aussi la coopération entre le gouvernement et le secteur privé pour améliorer l'accès aux médicaments, notamment en supprimant les taxes, en mettant en place les exonérations. Donc, tout cela est nécessaire. Il y a aussi la réglementation à travers notamment les autorités de réglementation pharmaceutique avec la gestion de l'innocuité, la pharmacovigilance, l'efficacité des médicaments ainsi que leur qualité. Il est important aussi de noter ce qu'on appelle les risques liés à la gestion pharmaceutique. Donc, tout ceci constitue des défis dont il faut prendre en compte afin d'être sûr de ne pas avoir justement de problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Le suivant, s'il vous plaît. Alors, des problèmes, il y en aura toujours, il faut les résoudre. Ce qui est important, il faut les connaître. Surtout par rapport aux ressources humaines, nous avons posé des questions ultérieurement de savoir si nos pays définissent déjà un profil à tous les niveaux d'un expert, d'un agent de la chaîne d'approvisionnement. Généralement, on ne les a pas. Mais en plus, les personnes ne répondant pas au profil, mais qui sont mis au poste, qui devaient gérer la chaîne d'approvisionnement, se retrouvent avec les situations suivantes. Faible rémunération, donc faible motivation, formation inadéquate, ils ne sont pas du profil, ils n'ont pas de prérequis, ils ne sont pas formés, absence d'incitation, pas de prime, recrutement inapproprié, oui. Le poste est peut-être vacant. Bon, celui qui a la signature estime, par exemple, que son petit frère ne travaille pas, donc autant qu'il aille occuper le poste, comme ça ils veulent avoir à lui demander de moins en moins de l'argent. Sans oublier aussi les sanctions disciplinaires inefficaces ou inexistantes. Nous ajouterons la corruption, qui est un des éléments qui plombe les performances d'une chaîne d'approvisionnement. Suivant, s'il vous plaît. Alors, l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement demande qu'il y ait une démarche qui soit déterminée par la définition du problème. Quel est le problème qui se pose? Par rapport à ce problème, on identifie les causes de ce problème. Par rapport à ce problème, les causes ayant été identifiées, eh bien, on met en place, on fixe des objectifs. On fait la planification des activités pour pouvoir atteindre ces objectifs. On met en œuvre ces activités et on fait le suivi et l'évaluation de ce qu'on a fait de performance pour ensuite refixer les objectifs. Donc, la chaîne d'approvisionnement ou l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement impose la mise en place d'une roue, telle que vous la voyez là. Les objectifs
la planification des activités, la mise en œuvre de ces activités, le suivi et l'évaluation des résultats. Après ces résultats, eh bien, on doit revenir pour redéfinir les objectifs qui tiennent compte de ce qui n'a pas marché dans la démarche précédente. Donc, c'est une roue tourne sans s'arrêter, sauf si on l'arrête quelque part. Merci. On peut passer? Alors, dans la chaîne d'approvisionnement, il y a plusieurs risques. Il y a des risques financiers. L'argent peut être détourné ou mal utilisé. Des risques physiques. Par exemple, les produits sont transportés, ils arrivent sur la route, ils sont volés, ou ils sont tout simplement détournés, ou ils subissent le camion à un accident. Donc, ces risques-là doivent être identifiés. Il y a des risques opérationnels. Lorsqu'on prépare les plans de distribution, par exemple, on ne tient pas compte de réalité de terrain. Par exemple, on ne s'organise pas pour savoir que dans telle zone, qui est une zone désertique, il y a des inondations actuellement, ne permettant pas, par exemple, de pouvoir distribuer les médicaments aisément. Ou il y a d'autres problèmes liés au fait que les entrepôts destinés à recevoir les produits ont pris feu ou ne peuvent pas recevoir ces produits parce que les stocks sont pleins. Il y a aussi des risques stratégiques lorsqu'on fait des plans dont les stratégies ne correspondent pas aux besoins pour lesquels ils ont été conçus. Donc ça, ce sont des problèmes qui peuvent survenir et qu'il faut définir. Il faut donc identifier dans chaque catégorie de ces risques quels sont tous les risques potentiels sur toute la chaîne qui peuvent survenir. Le suivant. Voilà. Là, nous venons de planter en fait le décor de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de questions dont il faut tenir compte. Nos systèmes doivent prévoir pour avoir le bon produit, de bonne qualité, en bonne quantité, au bon endroit, au bon moment et au bon coût. Il faut avoir une vision claire de ce que nous voulons de notre chaîne d'approvisionnement en identifiant toutes les stratégies nécessaires permettant de pouvoir réduire tous les risques dont nous venons de parler. Maintenant, pour terminer, nous avons dépassé largement le temps. Pour terminer, nous pouvons passer à la dernière diapositive. Et là, nous demanderons à chacun de nous, par rapport à l'expérience de son pays, de nous dire quelles sont les réponses à ces questions. Nous pouvons passer à la dernière, s'il vous plaît. Voilà. Ces questions vous ont été partagées dans la journée. Le premier réflexe, la première chose, c'est que vous vous demanderez pourquoi. Pourquoi vous n'avez pas posé ces questions avant pour que nous puissions aller nous documenter. Nous avons donné très peu de temps parce que nous nous sommes trouvés déjà dans un cas de figure où nous étions devant une autorité, en l'occurrence le ministre. Il nous a posé exactement ces questions. C'est un ministre qui venait d'être nommé récemment et lorsqu'on lui a dit que les médicaments ne sont pas là, ils ne sont pas disponibles, eh bien voilà les questions qu'il a posées. Malheureusement pour nous, quand la réunion a été convoquée, on ne nous avait pas dit de quoi on allait parler. Mais lorsque la situation du médicament a été présentée, il a posé ces questions. Et nous devions trouver des réponses. C'est comme cela que ces questions vous ont été partagées dans la journée. Nous espérons que vous avez eu le temps de regarder pour pouvoir trouver des réponses. Donc, nous aurions souhaité que chaque pays puisse nous donner les réponses à ces questions. 1. Avez-vous dans votre pays une liste nationale de médicaments essentiels? 2. Quelle est l'année de la dernière révision? 3. Combien de médicaments et produits de santé y figurent? 4. Quelles sont les dépenses publiques d'achat de médicaments en 2021 et 2022 dans votre pays? Et 5.
Quelle est la dépense publique d'achat de médicaments par habitant et par an? Voilà. Ça, c'est des questions que nous posons. Imaginez que vous êtes devant votre ministre et qu'il les pose. Comment vous allez y répondre? Donc, si celui qui veut prendre la parole, il la prend, il peut déjà répondre à ces questions avant que nous puissions vous remettre la parole pour nous partager vos difficultés dans le suivi de ce cours. Merci beaucoup. Oui, Sayali, j'ai remis la parole pour voir s'il n'y a pas de questions. Parce que j'ai regardé dans le chat, il n'y a pas de questions. Si vous avez des questions, veuillez les garder, mais je voudrais demander à quelqu'un de se lancer à l'eau afin de voir si on peut avoir les réponses aux questions que nous avons partagées au courant de la journée. Merci, Dr. Biaï. Les participants, si vous avez des questions, veuillez poser votre question et vous pouvez lever les mains, s'il vous plaît. Oui, je vois une Bonjour, main, directeur. de Mobele. Bonjour. Oui, docteur. Oh là là. Oui. Donc, par rapport à la première question, nous avons une liste de médicaments bien développée ici au Tchad et c'est bien catégorisé du médicament essentiel jusqu'au dernier médicament. Et ça a été élaboré et signé en mai 2022. Donc, c'est un document même plus récent qui a été élaboré avec la participation de l'OMS, les pharmaciens, la centrale pharmaceutique et le ministère de la Santé. Un document bien élaboré. En ce qui concerne les dépenses, le second problème sur les dépenses, là, il est difficile d'avoir des informations sur les dépenses par habitant liées aux médicaments que l'État a définis. Parce que dans les lois de finances, normalement, peut-être que ça doit exister, mais ça n'existe pas dans les lois de finances. Maintenant, en revenant un peu aussi dans la partie du cours, je pense que j'ai suivi le cours avec beaucoup d'intérêt. Vous avez soulevé plusieurs problèmes. Mais moi, il y a un problème aussi qu'on n'a pas pu évoquer. La géontocratie dans la chaîne d'approvisionnement est un problème crucial. La géontocratie amène la personne qui est là n'a pas cette capacité technique à utiliser l'ordinateur qui est la nouvelle technologie. Donc, la géontocratie fait partie aussi des éléments qui contrarient un peu la facilité dans la chaîne d'approvisionnement. Outre cela, vous, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu ou bien quelles sont les leçons apprises lors de vos travaux dans la chaîne d'approvisionnement, en prenant un peu le cas des pays que vous avez travaillé, comme le Burundi, Congo, Brazza et tout, la Centrafrique. Un cas un peu comparatif pour nous aider à comprendre et puis à mieux apprécier la chaîne d'approvisionnement. Merci. Merci beaucoup. Je crois que je vais prendre peut-être, on va prendre 5 personnes. Vous allez faire comme notre collègue Mobel a fait. Essayez de répondre d'abord aux questions qui sont posées. C'est-à-dire, vous pouvez remettre la diapo avec les questions pour que tout le monde puisse suivre. Donc, vous pouvez répondre d'abord aux questions, nous dire de quel pays vous êtes. Ensuite, vous répondez à ces questions et ensuite, si vous avez une question ou deux questions, vous les ajoutez. Je pense que nous pouvons procéder comme cela. OK. Je vois aussi les mains
Je ne vois pas très bien. Ça y est, je vous remets la parole hein, pour la modération. Comme ça, vous indiquez le nom de la personne qui peut parler. Oui, bonjour tout le monde. Prerna, est-ce que vous pouvez remettre les questions? Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Arnold, vous pouvez poser votre question. Bonjour à tous. Bonjour, directeur. C'est le pharmacien Arnold Sissa du Congo central. Par rapport aux 5 questions posées, à la première question, je réponds par oui. La deuxième question, je réponds que notre liste, elle date, je crois, de 2022, parce que ça a été d'ailleurs distribué même l'année passée. En parlant de combien de produits il y a à l'intérieur, je pense qu'il y a plus de 1000 produits, la liste qui est en RDC. Par rapport à la 4e question, ça, c'est une question que je ne sais pas répondre parce que je ne sais pas combien ça coûte. Et à la 5e question aussi, je n'ai pas de question. Je n'ai plus de réponse, je n'ai pas de réponse à donner parce que je ne sais pas à combien ça peut être évalué. Par contre, moi, j'ai juste une question. En suivant le cours, je n'ai pas vu là où vous avez, par exemple, parlé de la pérennisation de tous ces produits-là qui doivent entrer et comment nous devons faire pour la pérenniser. Est-ce que si ça intervient dans... Est-ce que la notion de la pérennisation intervient aussi dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement? Merci. Directeur, Merci. je ne sais pas, je ne vois pas. Merci. Oui, merci beaucoup. Monsieur Patrick, vous pouvez poser votre question. Oui, Monsieur Patrick, je vois votre main levée. OK. Monsieur Yves Benga. Merci beaucoup, madame, pour Oui. m'avoir accordé la parole. Moi, c'est Yves Bayenga. Je suis pharmacien de formation et pour l'instant, j'interviens au niveau du programme intégré de la santé pour Sani-USAID comme conseiller provincial en chaîne d'approvisionnement et j'apporte mon appui à la province de la Lomami. Oui, la liste nationale, comme l'a dit le pharmacien Sissa Darnold, la liste nationale de la République démocratique du Congo existe dans notre pays. Et c'est depuis quelle année que cette liste a été mise en vigueur? Bon, la dernière révision, je crois, date de 2022. Mais quant au nombre de produits, c'est vrai qu'il y en a autant de produits dans notre liste nationale, mais le programme, notamment le PNAM, a rendu utile un certain nombre d'informations à suivre par rapport aux intrants de programme. Il s'agit là des intrants contre le VIH, la tuberculose, le paludisme. Et là, ce sont une série d'informations à suivre et le programme à disponibiliser à chaque technicien au niveau zonal de suivre de si près un nombre de médicaments élevé à 142. Voilà. Alors, par rapport à la question du coût qui peut voisiner au revenu de chaque malade ou de chaque patient, je crois que c'est encore un goulot d'étranglement dans notre pays parce que ça doit être un travail qui devrait se faire avec la complicité de l'autorité, comme le directeur l'a dit. Il y a plusieurs intervenants dans la chaîne d'approvisionnement et pour les réussir, il y a aussi la partie gouvernementale qui doit nous aider. Donc, c'est encore un goulot d'étranglement. Les deux dernières questions posées par le directeur, je pense que ça doit rester vraiment une réflexion à mûrir et à remonter, surtout pour les pays africains dont on ne sait pas évaluer ou on ne sent pas encore l'apport du gouvernement quant à ça. Voilà un peu ce que j'allais à commenter par rapport aux questions qui étaient posées. Mais j'ai beaucoup apprécié
la présentation, la matière qui nous a été présentée par le directeur Franck Biaye. Mais j'aurais peut-être que poser la question, ici, on a parlé beaucoup plus, faut qu'on ait des expertises dans tous les domaines, donc notamment de la sélection jusqu'à l'utilisation. Et comme le directeur l'a dit, que c'est encore une difficulté, mais moi, je me rends compte que nos politiques nationales disent en ce qu'il y ait des médicaments au niveau de l'aide de prestations. Mais qu'en est-il maintenant de la logistique inverse? Voilà, merci. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Dieu merci. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Moi, c'est le pharmacien, Dieu merci, Maseke. Je suis au niveau du programme national de lutte contre le VIH à la RDC. Je ne voulais pas revenir aux 5 questions parce que mes deux prédécesseurs qui sont ici du même pays que moi l'ont suffisamment commenté. Mais je voulais juste voir aussi l'autre revers de la cuillère parce que là, on a beaucoup plus insisté sur les dépenses publiques. Mais dans les pays à faible revenu comme les nôtres où nous sommes appuyés par un grand nombre de bailleurs, souvent, quand on soumet la subvention ou le projet, quand on définit les besoins en intrants de lutte, souvent, on n'arrive pas après l'exercice, du moins après chaque année, à évaluer si effectivement les quantités qu'on avait prévues, qu'on avait quantifiées, sont effectivement ceux qui sont entrés dans les pays. Et moi, je voulais vraiment attirer un peu une attention particulière sur cela, parce que la plupart des fois, à l'instar du Fonds mondial, par exemple, on vient nous dire que, étant donné la montée des prix des matières premières, certains intrants sont devenus beaucoup plus chers. Il faut faire des économies. Donc, il y a des activités programmatiques qui doivent être coupées pour que ces fonds puissent aller à l'achat. Mais si, au niveau du pays, nous ne savons pas évaluer nous-mêmes que, effectivement, tous ces médicaments qu'on avait besoin sont effectivement entrés dans les pays, et s'il y a des gaps, vous voyez un peu, c'est les grands soucis que je voulais marteler vraiment. Si on peut penser, ne fût-ce que pour chaque année, et surtout que les PNAN qui prend en charge, qui appuie tous les programmes, si on peut commencer à penser vraiment à faire des, je ne sais pas moi, des collectes actives ou pour vérifier effectivement les quantités d'intrants qui sont entrés, si ça correspond avec ce qui était vraiment planifié. Merci. Merci beaucoup, monsieur Patrick. Vous êtes là? D'accord, je viens vers vous après. Allô? Oui. Allô? Oui, oui. J'avais un problème de micro, je m'excuse un peu. D'accord. Sinon, je me présente encore. Moi, c'est Patrick Angui, je suis pharmacien aussi, je travaille toujours en RDC, mais dans la province du Sud-Kivu. Bon, j'ai commencé à suivre depuis longtemps. J'avais déjà passé au fait de tous les modules, mais je voudrais aussi intervenir. Mais On ne vous entend pas, monsieur Patrick. là, vous me captez? Oui, maintenant. Voilà. J'ai dit, tout en remerciant les directeurs. C'est pas clair, en fait. Là, vous me captez? Oui, oui. J'ai dit tout en remerciant les directeurs pour cette brillante présentation. Moi, j'avais plutôt une réflexion à poser par rapport à ce que nous vivons de façon pratique dans notre pays et particulièrement dans la province. Je pense que ça peut aider les autres qui sont dans différents pays, les collègues qui sont en train de suivre les cours. Donc, le problème, c'est par rapport au premier module et ça concerne directement l'importance des médicaments. Là, nous avons cité
plusieurs importances des médicaments. Je ne reviens pas. J'ai dit par rapport, par exemple, on sait que les médicaments sauvent des vies. Ça, c'est la plus grande importance des médicaments. Mais parmi les médicaments, les importances, il y a aussi un élément par rapport au prix élevé. On sait que les médicaments ont un prix élevé, ce qui nécessite en fait une gestion particulière par rapport aux autres éléments. Alors, ma question ou bien ma réflexion, c'est par rapport à un problème vécu. Nous avons nos pays de l'Afrique dépendant majoritairement des bailleurs de fonds quant à l'achat des médicaments, surtout les médicaments qui concernent les principaux problèmes de santé que nous avons, entre autres le paludisme, le VIH ou, quand sais-je encore, toutes ces pathologies-là, la tuberculose. Alors, il y a des projets, nous avons un projet, il y a des modèles de projets de financement basés sur les performances, où ils viennent et ils ont comme objectif aussi, ce qui est vrai, promouvoir la bonne santé. Et dans leurs projets, les médicaments ont vraiment une place très importante. Ça veut dire qu'ils insistent pour que les médicaments soient disponibles. Mais j'ai vu dans ma province du Sud Kivu une situation telle que les projets PMNS, projets multisectoriels de santé et nutrition, que le directeur connaît bien, et il y a cette vision santé publique, mais ils mettent l'accent, ils ne regardent pas le prix quand il faut faire des donations en termes de médicaments. Ça veut dire que nous sommes en province, d'ici où on peut avoir des fournisseurs de médicaments, mais si ils veulent faire des donations, ils peuvent même utiliser un fournisseur qui est à Kinshasa. Pour la petite information, pour ceux qui suivent, Kinshasa, c'est à plus de 2000 km, ça veut dire les moyens logistiques, souvent, c'est faut amener les médicaments par avion. Mais ils insistent en disant que c'est comme ça qu'ils doivent travailler. Et s'il n'y a pas, par exemple, même s'il y a une possibilité, mais s'ils trouvent que c'est la nécessité qu'ils achètent à partir d'un fournisseur qui est si lointain qu'il faut, ils peuvent le faire. Alors moi, je voudrais, la réflexion, je voudrais juste savoir au niveau pays, c'est une question que je pose directement, est-ce que de tels projets, est-ce que les programmes nationaux d'approvisionnement en médicaments influent sur de tels projets quand on sait que les médicaments occupent une place de choix par rapport au projet, même par rapport au budget? Et sinon, est-ce qu'il ne serait-il pas important, par exemple, pour de tels projets, parce que ça existe un peu partout en Afrique, qui est, par exemple, des techniciens, parce qu'on a aussi ces défis en termes de personnel, qui peuvent toujours appuyer pour qu'on sente que quand même, il y a cet aspect-là qu'on doit tenir compte, parce qu'on sait qu'à la longue, ce sont nos pays qui en souffrent en termes de dettes, d'endettement qu'on aura à faire. Donc, c'est une situation vécue et je voudrais que les directeurs, quand même, qu'on réfléchisse ensemble pour qu'on trouve solution par rapport à ce genre de problèmes. Je vous remercie. Voilà un peu ce que j'avais à dire, à poser comme point. Oui. Donc, je pense que tout le monde a posé des questions. Je passe la parole à Dr. Frank Biaye. Merci beaucoup et merci à tous. Bon, je constate que par rapport aux questions qui sont posées, les réponses ne sont pas suffisantes. Peut-être parce que vous n'avez pas eu le temps de chercher l'information. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les réponses à ces questions font partie du basique qu'en tant qu'expert, vous devez obligatoirement avoir. Vous devez être à la chasse de ces informations à tout moment. Vous devez les avoir à tout moment avec précision. Par exemple, lorsqu'on dit que la liste de médicaments essentiels, quel est le nombre de médicaments dans la liste de médicaments essentiels? Au cours de la présentation, nous avons indiqué dans une diapo
que la première liste faite en 1977 avait 200 produits. 200 produits. Est-ce que vous trouvez logique qu'après environ, je puis dire, une quarantaine d'années, même si nous savons que le VIH est intervenu comme une nouvelle maladie, est-ce que vous trouvez que c'est logique qu'on ait une liste de plus de 1000 produits? Est-ce que vous trouvez que c'est logique? Deuxièmement, je voulais insister sur les données de base, vraiment que nous devons absolument maîtriser. Lorsque on demande de pouvoir donner les chiffres liés aux dépenses publiques de l'État, je pense qu'actuellement, la plupart des gouvernements ont des sites officiels. Ce sont des sites officiels où vous pouvez retrouver le budget annuel de l'État. Et dans ces budgets annuels de l'État, vous pouvez également trouver les rubriques. Je sais que ce n'est pas facile pour tout commun de mortels, mais vous pouvez vous rapprocher de nos collègues qui manipulent les budgets annuels, qu'ils vous indiquent au niveau du ministère de la Santé quelles ont été les dépenses qui étaient prévues. Déjà, ça, c'est la première donnée qu'il faut rechercher. Dans le budget de l'État, dans les fonds publics, on avait prévu de dépenser combien? Ce serait déjà intéressant d'avoir cette donnée en disant le budget avait prévu, par exemple, 1 million de dollars pour l'achat de médicaments pour cette année 2021. Ensuite, il faut savoir qu'après l'exécution d'un budget, il y a ce qu'on appelle la réduction des comptes. C'est un peu quelque chose qui ressemble à un rapport dans lequel vous trouverez également ce qui a été effectivement dépensé, parce qu'on donne les pourcentages et les proportions des dépenses qui ont été effectuées rubrique par rubrique. Et à ce moment-là, vous pouvez voir exactement combien ça a été dépensé pour vous permettre de calculer d'abord la dépense prévue, la dépense publique, c'est-à-dire le montant qui a été destiné à l'achat de médicaments. 2, la dépense prévue par habitant par an, c'est-à-dire le montant destiné à l'achat de médicaments divisé par la population. Ensuite, le montant effectivement décaissé divisé par la même population. Donc, vous pourriez avoir ces données à travers les sites web officiels des ministères, ministère des Finances, ministère de la Santé. Donc, quand vous faites ce cours, il faut savoir que vous êtes des chercheurs, vous devez chercher ces données. C'est très important. Alors, étant donné que nous n'avons pas eu beaucoup de réponses, quel que soit l'endroit où vous êtes, gardez cela comme étant votre devoir propre, de façon à éviter, justement, de façon à vous permettre d'avoir cette information si jamais demain le ministre vous appelait pour vous poser la question. Ne dites pas, non, je ne connais pas. Hein, je ne connais pas. Non, vous devez savoir là, vous devez vous, aujourd'hui comme spécialiste de la chaîne d'approvisionnement, vous devez avoir l'ensemble de ces données. Voilà, ça c'est pour résumer sur les réponses que nous attendions par rapport à l'ensemble de participants. Maintenant, pour répondre aux questions, je reviens à notre collègue Mobile du Tchad. Vous avez toujours posé cette question de, justement, de ressources humaines inadéquates. Je pense que ce que vous pouvez faire, et c'est ce que nous avons fait, nous sommes en train de faire en RDC, et que nous avons recommandé en Guinée-Conakry d'où nous venons, c'est de faire l'évaluation des ressources humaines de la chaîne d'approvisionnement. Il faut faire cette évaluation. Cette évaluation vous permettra de savoir
combien de personnel vous avez, combien sont qualifiés, combien ont des aptitudes, combien ne peuvent pas. Et c'est sur cette base que vous pouvez ensuite prévoir un plan justement de redressement ou d'amélioration de ces ressources humaines. Donc, c'est très important de faire cette évaluation. Pour ce qui concerne notre collègue Arnold, il a posé le problème de la pérennisation. Je suis d'accord avec vous. Ce que je peux dire, c'est que la pérennisation est étroitement liée au financement. Et le financement pérenne, c'est le financement public, c'est le financement du gouvernement, c'est le financement de l'État. Tant que l'État ne finance pas, ne met pas de financement dans le système sanitaire, tant qu'il ne met pas de financement de fonds dans l'achat de produits, eh bien, la pérennisation ne pourra pas se faire. Et je voulais vous signaler que dernièrement, au niveau de la RDC, nous avions présenté le diagnostic concernant le système de santé. Nous avons en fait démontré que le système de santé est très largement sous-financé, déjà par l'État, le gouvernement lui-même, mais aussi malgré les apports de partenaires. Nous sommes autour de moins de 30% de financement qui sont attendus. Donc, la pérennisation est liée intimement avec le financement du gouvernement qui doit être disponible. Si le financement du gouvernement est disponible de manière régulière, eh bien, la pérennisation, elle va se faire, bien entendu, en tenant compte de la gouvernance, de la régulation, ainsi que de toutes les autres stratégies qui sont nécessaires. Il y a également la question de notre collègue Yves sur la logistique inverse. Je suis d'accord avec vous. Il faut que nous puissions développer la logistique inverse. Le problème, c'est que dans la plupart de nos pays, nous n'avons pas encore maîtrisé vraiment la sélection. Nous ne l'avons pas encore construit comme il faut. Nous n'avons pas encore également bien quantifié les besoins en médicaments de manière avec des données fiables. Eh bien, on se retrouve souvent à la fin avec des médicaments en surstock et qui périment, mais qui ne peuvent pas remonter parce que le dispositif de logistique inverse n'est même pas encore mis en place. Nous considérons donc que cela reste un défi qu'il faut prendre en charge pour pouvoir répondre justement aux besoins de patients, c'est-à-dire avoir des médicaments tout le temps, mais ne pas en avoir trop et ne pas mettre un dispositif pour pouvoir les récupérer, les redéployer si cela est nécessaire. Donc, je suis d'accord avec vous. Le défi, un des défis que nous avons, c'est la logistique inverse qui n'est pas vraiment mise en place avec des outils ainsi que des procédures adéquates. La dernière question était celle, l'avant-dernière plutôt était celle de Dieu merci, qui posait la question concernant la difficulté de faire l'évaluation de tous ceux qui entrent au niveau du pays lorsque ceux-ci sont payés, notamment par les partenaires. Là, je peux dire tout simplement que c'est une faiblesse qui nous revient parce que c'est à nous de mettre en place une plateforme ou des outils à même de capter les informations sur toutes les commandes qui sont réalisées au nom de notre pays, mais également tout le mécanisme d'achat et de réception au niveau du pays. Ce mécanisme-là, nous ne l'avons pas encore mis en place, mais je peux vous dire que dans la demande de financement Fonds mondial pour 2024-2026, à travers le GC7 que nous venons d'écrire, nous avons prévu de mettre en place une plateforme de visualisation des achats au niveau du pays, afin de pouvoir être en mesure d'avoir une visibilité et une lisibilité sur tous les achats, quelle que soit leur origine. Et je termine avec Patrick, pour ce qui concerne
la problématique des achats de certains produits particuliers qui sont plutôt achetés ailleurs, alors que localement, ces produits peuvent être trouvés. C'est le cas des intrants nutritionnels. Je pense que ce que nous devons faire, c'est nous rapprocher de ces bailleurs pour accéder aux exigences qu'ils ont peut-être mises en place pour pouvoir décider de ne pas acheter chez des fabricants locaux. Il faudra qu'ils nous donnent ces critériums pour qu'au besoin, nous puissions les partager avec ces fabricants et obtenir qu'ils puissent, par exemple, améliorer leurs standards afin que le produit leur soit acheté. Moi, je sais par habitude que c'est l'un des arguments les plus utilisés pour dire que nous ne pouvons pas acheter localement parce que la qualité pose problème, parce que. Mais ces éléments-là, nous devons y travailler pour être en mesure de pouvoir répondre à ce besoin afin de permettre en même temps que cette richesse puisse servir aux locaux, aux nationaux, au lieu que l'argent que nous mobilisons, qui arrive chez nous, puisse se répartir également ailleurs parce que nous n'avons pas de capacité suffisante. Voilà les réponses que je pouvais réserver aux questions qui ont été posées. Merci. Merci, Dr. Frank Biais. Les autres, ils ont des questions, allez-y. Pas de questions? S'il vous plaît. Oui. Oui, Patrick. C'est une question qui est un peu en dehors. Ça concerne, je m'excuse de poser cette question, ça concerne ceux qui avaient suivi les cours et qui avaient terminé et qui, parce que j'ai vu un mail qui programme les soutenances ou bien à la fin, en fait, à la date du 17 juillet prochain. Mais dans les mails, on indique que ceux qui ont, par exemple, ceux qui n'avaient pas encore transmis les travaux puissent les faire pour qu'ils puissent avoir la chance d'être parmi ceux qui vont être collés, si je peux dire ainsi. Alors, ma question était, je voudrais revenir là-dessus parce que je suis de la partie et je pourrais m'efforcer pour être dans la cohorte. Sinon, je voudrais quand même encore une fois soulever les problèmes en termes d'accompagnement. Si cela, je sais que le directeur Sepoumon, il fait tout pour accompagner autant qu'il le peut des personnels, mais je voudrais aussi attirer l'attention peut-être de l'équipe directrice pour que dans les échanges ou bien dans les mails que les étudiants les étudiants posent les plus souvent, qu'on puisse avoir peut-être un timing pour avoir des réponses afin de les permettre en fait, de finaliser. Parce que j'avais senti que souvent dans les accompagnements, nous avons encore des soucis. Donc, on promettait qu'il peut y avoir des coachs pour vous aider à terminer, mais on ne les sent pas. Si on peut améliorer là-dessus, je sais que nous avons une meilleure plateforme, nous avons des meilleurs enseignants. Ça peut aller de l'avant et en tout cas, parce que je suis vraiment content par rapport au contenu qu'Empower donne à tous ceux qui veulent apprendre. Voilà un peu un petit commentaire que je voulais ajouter. Merci. Merci, Patrick. Je vais essayer de résoudre vos problèmes sous peu. Veuillez m'envoyer votre mail dans la chat, s'il vous plaît. Ok, je l'ai fait. C'est ici. Je le fais directement. Ok, je peux répondre. Hein? Alors, je voulais dire, d'abord commencer par toujours nous excuser. Voilà
voilà ce que nous avons préconisé, ce que nous faisons depuis un certain temps. Il y a un groupe WhatsApp qui est intitulé EHS 2022, EHS 2022, dans lequel, je pense, nous échangeons un certain nombre de documents, nous faisons accompagnement et il y a les questions qui sont posées, nous essayons d'y répondre. Donc, si vous n'êtes pas dans ce groupe, je vous prie de nous le signaler de manière à ce que vous soyez intégrés. Nous souhaitons que tout le monde soit dans le groupe pour que les échanges, y compris les accompagnements, concernent tout le monde, parce que les questions que vous posez peuvent être des questions de plusieurs personnes à la fois. Donc, quand nous répondons, nous pouvons répondre à tout le monde à la fois. En ce qui concerne l'accompagnement également, si vous constatez que vous avez écrit des mails et que vous n'avez pas de réponse, je signale aussi que si vous avez constaté au niveau de la gestion de la plateforme, les personnes ont changé. Nous avons actuellement Madame Sayali. C'est à elle qu'il faut adresser les plaintes si vous les avez, ou vous m'envoyez à moi ou à Dr Isaka. Donc, vous pouvez par WhatsApp envoyer un message pour dire, voilà, je suis tel de tel pays, j'ai tel problème. Et souvent, si moi je ne peux pas répondre, je contacte immédiatement Madame Sayali et elle, en tout cas, elle voit comment résoudre cette question. Donc, je pense que c'est comme cela que nous pouvons faire. Je pense que les questions et les accompagnements, les réponses, si nous le faisons à travers le groupe WhatsApp, ça profite à tout le monde. Et lorsque nous posons individuellement, souvent, nous pouvons être aussi défaillants pour pouvoir donner de réponses. Alors, je profite, je vois que M. Yves Bayenga a envoyé son numéro de téléphone. Je demande à M. Mobele, qui doit être modérateur, de prendre tous les numéros qui nous sont communiqués, ou sinon, Madame Sayali, vous pouvez récupérer l'ensemble de ces numéros, vous les envoyer à M. Mobele, qui est, je pense, administrateur de ce groupe, qui est parmi les administrateurs, pour qu'il intègre tout le monde, que nous puissions avoir un seul forum dans lequel nous pouvons tout échanger et discuter. Et je pense que ça nous permettra, avec cette coordination, d'avoir la possibilité d'avancer. Donc, je vais demander à Madame Sayali de prendre tous ces numéros et d'envoyer notamment à Mobele pour qu'il puisse ajouter les collègues dans ce groupe WhatsApp dans lequel moi je partage déjà un certain nombre de documents et d'informations. Oui, docteur, je peux le faire au fur et à mesure. Voilà, nous allons essayer de nous améliorer tous les jours. Merci beaucoup. Je dis, docteur, je peux le faire au fur et à mesure. Quand les documents, les numéros arrivent, je vais les intégrer au fur et à mesure. Il n'y a pas de problème. OK. Comme je vois les collègues qui sont en train de mettre dans les chats les différents numéros, je demanderai à Madame Sayali de pouvoir récupérer l'ensemble de ces numéros et de les envoyer, d'envoyer à Dr Mobele, de vous les envoyer pour que vous puissiez mettre tout le monde dans ce groupe WhatsApp. Je pense que nous gagnerons beaucoup avec cette coordination. Merci beaucoup. Voilà, Madame Sayali a d'ailleurs envoyé son numéro qui est là. Oui, Yves. Oui, directeur, j'avais levé la main. Directeur, je pense qu'il serait utile de penser à, j'ai écrit dans le chat, à un guide sur la gestion des déchets et comment les cartographier. Connaissant la petitesse de nos dépôts zonaux, et très souvent, il serait difficile
de se baser des informations qui seraient partagées par le bureau central, mais plutôt de l'étendre à tous les niveaux des aires de santé, et ainsi de suite. Pourquoi pas même au dernier kilomètre ou des sites de soins. Voilà, c'était une idée que je réfléchissais. Ça serait mieux parce qu'avoir ces informations sur la logistique inverse demanderait qu'on arrive à cartographier où sont logés ces intrants. Parce que vous savez, une bonne gestion logistique nécessite que nous n'ayons pas des produits qui vont périmer, que nous ne rencontrons pas de ruptures. Et si nous réussissons à les voir, c'est que nous avons réussi à maîtriser la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Voilà, directeur. Merci beaucoup. Je voulais vous signaler que les guides ainsi que les outils pour la gestion des déchets est en cours d'élaboration. Une bonne partie a déjà été faite et je crois qu'il y a environ une semaine où une équipe était en train de mettre la dernière main. Donc, ces documents vont être disponibles incessamment. Merci beaucoup. Madame Sayali, je crois que nous avons terminé. Merci, Monsieur Dr. Tankriai. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Allô? Oui, Monsieur Adlar. Oui, une dernière question. En Oui. dehors du cours, c'est par rapport au justificatif. Nous avons payé et puis envoyé les fonds. Jusqu'aujourd'hui, encore, nous avons encore envoyé les reçus. Parce que souvent, ce sont nos sociétés qui nous ont pris en charge. Monsieur, votre voix n'est pas claire. Ah, allô? Je disais, Oui. j'ai un problème de connexion, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Allô? Allô? Oui, monsieur. Oui, je voulais poser une question en dehors du cours. C'est par rapport au récit des paiements. Nous avons effectué le transfert des fonds, mais jusque-là, je ne sais pas, moi, personnellement, on ne m'a pas encore envoyé de récits pour que je puisse les remettre à l'institution qui me prend en charge. Si vous pouvez aussi revoir cette situation en renvoyant aux différents membres le récit chaque fois qu'ils transfèrent l'argent. Merci beaucoup. OK, je peux peut-être donner une proposition. Donc, je peux demander à Dr. Adelaar de pouvoir me renvoyer par WhatsApp les preuves justement de virement, de manière à ce que moi je contacte Mme Sayali et on va rechercher la facture qui vous permettra de justifier justement la dépense dans votre organisation. Merci. Je vois la main de M. Massam. Et bonjour à tous. Allez-y. Allô? Oui, bonjour à tous. Merci, Dr. Franck, pour la présentation et tout. Et c'était vraiment très intéressant. Bon, je levais juste la main pour essayer de soulever le cas que mon précédent vient de souligner. La dernière fois, j'ai fait envoyer aussi environnement. J'ai écrit à Madame Sayali, je pense bien, pour avoir, pour le check et me faire un retour sur la confirmation que le virement a été effectivement reçu à leur niveau ou pas. Mais je n'ai pas eu de retour jusqu'à maintenant parce que le paiement n'a pas été fait par moi-même. Donc, j'attends toujours la confirmation pour informer de l'autre côté que c'est effectif en fait. Donc, voilà. Je suis du Togo. Merci. Oui, merci beaucoup, Madame Massan. Je vais vous répondre par mail. D'accord, ok, merci. Merci.
Merci beaucoup. Je pense, Madame Sali, je pense que nous avons terminé. Oui. Vous pouvez donc clôturer. D'accord. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.